Je faisais récemment une chronique sur la vie intime de Macronor Diablocor et me fis instantanément interpeller par un téléspectateur par le biais d'un commentaire sur YouTube. Vous voyez que je lis les commentaires sur YouTube, me disant que Macronor Terminator représentait la France. Quand même, quoi, faut pas pousser mamie dans les orties. Il sous-entendait que je n'avais probablement pas le droit de parler des fonds de culotte de notre pseudo-président. Vaste question, vaste débat qui m'a fait passer une nuit complètement blanche. Je me retournais dans mon lit en soupirant. Ai-je le droit de critiquer ainsi notre pseudo-président ? De bon matin, après cette nuit blanche, blanc-blanche, noir-noir, pour que la Marlénou Chiappa d'amour à la plantureuse poitrine ne m'accuse pas une nouvelle fois de faire du sexisme et du racisme. Donc, après cette nuit blanche, je n'ai trouvé qu'une seule solution, appeler tante Gertrude, mon admirable conseillère politique préférée. Et je lui posais donc la question. En fait, très chère tantinette, peut-on dire honnêtement que Macronor Diablocor représente la France ? Mon petit gars, qu'elle a causé ma tata, tu me poses une question importante et je sais que tu es incapable de la résoudre tout seul puisqu'il s'agit d'une question importante. Tu vois, il ne faut pas confondre diriger et représenter. Clairement, le Macrominus dirige notre malheureux pays, puisqu'il a la main sur les institutions, les médias, le patronat, l'administration et tutti quanti. Donc, il agit comme un patron. D'ailleurs, comme un patron qui fait tout pour couler son entreprise. Mais là n'est pas la question. Qu'il agisse comme un patron, oui. Mais est-ce pour cela qu'il représente la France ? Eh bien moi, je te le dis haut et fort mon petit gars, bien sûr que non. Quand il se vautre sur les corps dévêtus de deux Africains qui sont en plus de ça des repris de justice, et que l'image fait le tour du monde, à l'évidence, il ne représente pas la France. Quand il est reçu par Vladimir Poutine de telle façon qu'il est humilié comme jamais et de telle façon qu'il humilie la France comme jamais, et que cette séquence fait le tour du monde, à l'évidence, il ne représente pas la France. Quand il transforme l'Élysée en bordel africain au cours d'une fête de la musique interlope, et que cette séquence fait le tour du monde, à l'évidence, il ne représente pas la France. En réalité, et comme vient de le démontrer de façon magistrale un grand psychiatre italien, Macronor Diablocor ne représente que lui-même, n'agit que pour lui-même, ne met en scène que lui-même dans le style le plus pur du psychopathe pervers. Donc, mon petit gars, le téléspectateur de TV Liberté qui t'a interpellé se trompe, point final, sujet suivant. Et comme d'habitude, la tantinette a brusquement raccroché sans me saluer. J'étais déjà de mauvaise humeur, mais j'avoue que sa goujaterie m'a mis toute la journée d'une humeur de chien-chienne pour faire plaisir à Marlénou Chiappa d'amour. Cela dit, comme d'hab, comme disent les jeunes, elle doit quand même avoir raison. Je vous souhaite une très bonne soirée. Depuis plus d'un demi-siècle, l'on nous rabat les oreilles avec le modèle suédois, la merveilleuse société suédoise, le savoir-vivre suédois, le « il fait bon vivre » suédois. La Suède serait donc le modèle indépassable, la société rêvée, un petit paradis nordique sur Terre en quelque sorte. Pourtant, pour tout observateur attentif de la société suédoise, tous ces clichés sont à l'évidence péribés. Le petit paradis suédois exhale de façon de plus en plus évidente des relents de petit enfer. Que s'est-il passé pour en arriver là ? Les gouvernements successifs de Suède ont, entre autres choses, accéléré à fond les manettes sur leur politique de multiculturalisme, d'immigration à tout crin, de métissage, au point que les élites suédoises expliquaient doctement depuis fort longtemps, que la belle suédoise blonde n'existerait bientôt plus puisque le métissage obligatoire la ferait disparaître à tout jamais. Fini le rêve de la ravissante suédoise blonde. De cette idéologie mondialo-gauchiste, il en est ressorti que la Suède a décidé de devenir un pays d'immigration à tout va. Et la population d'origine étrangère représente donc désormais
Le tiers de la population suédoise. Oui, le tiers. Or, comme la belle Suédoise blonde n'a désormais plus d'enfants alors que la population d'origine étrangère en a beaucoup, la prise de pouvoir par la population d'origine étrangère s'approche à grande vitesse. Il résulte de tout cela que, comme dans tous les pays ouverts à tout vent à l'immigration, l'insécurité est devenue en Suède un problème dramatique. Les 9-3 se sont multipliés. La Suède est championne en termes de viol, d'agression à la personne, d'insécurité en tout genre. Il faut dire que violer une belle Suédoise blonde, tant qu'il en reste encore, il n'y a pas de balle à se faire du bien. Mais voilà qu'un ouragan vient de s'abattre sur la classe politique suédoise. La droite vient de l'emporter aux élections législatives et à l'intérieur de cette droite, la partie clairement souverainiste est majoritaire. Zioupla! Mais c'est dingo cette histoire! Il n'est donc pas exclu que le modèle suédois devienne un modèle pour tous les souverainistes conservateurs de l'Union européenne. Il faut reconnaître à la Suède que la façon dont elle a traité le Covid, en opposition à peu près complète à l'Union européenne, a été tout à fait remarquable et a abouti à une mortalité chez les personnes âgées infiniment plus faible que dans l'Union. Une très belle façon de faire un pied de nez à la dictature européenne covidienne. Une façon prometteuse de porter à la tête de l'État des hommes et femmes politiques qui méritent leur appellation d'hommes et femmes politiques. Décidément, le modèle suédois doit être désormais regardé de près. Je vous souhaite une très bonne soirée. Vraiment, je ne comprends absolument pas ceux qui critiquent nos gouvernants. Nos gouvernants sont vraiment des gens admirables, qui ont un sens de la prévision qui frise le génie. Prenons un exemple, celui de l'électricité. Dans l'ancien temps, nous avions l'électricité la moins chère du monde et nous exportions gaillardement notre électricité. De la sorte, le pouvoir d'achat des Français était préservé et notre commerce extérieur était amélioré. Que du bonheur. Nos gouvernants admirables ont prévisionné comme des fous furieux et ont calculé que nous aurions en 2022 une électricité horriblement chère. Pour cela, il suffisait de casser notre système électrique en 1000 morceaux, en réduisant notre magnifique énergie nucléaire et en développant la dramatique énergie éolienne. Eh bien, nos gouvernants admirables ont été des prévisionnistes de génie. Ils ont tout d'abord cassé notre puissant système électrique et ensuite, leur prévision s'est réalisée. Notre électricité est désormais horriblement chère et nous en importons désormais. Prenons un second exemple, notre industrie. Il y a un quart de siècle, notre secteur industriel représentait le quart de notre production intérieure brute. Je me souviens de déclarations tonitruantes de Dominique Strauss-Kahn lorsqu'il était ministre de l'économie et des finances pendant la journée et très actif du côté du bas-ventre pendant la nuit, et peut-être aussi pendant la journée d'ailleurs. Je me souviens donc de Dominique Strauss-Kahn, admirable prévisionniste, déclarant tout de go, il y a un quart de siècle, que notre industrie n'avait plus grand intérêt puisque l'atelier du monde se trouvait désormais en Asie. Nos dirigeants de rêve se sont donc consciencieusement appliqués à casser notre industrie en mettant en place l'euro d'une part et en développant à tout va la mondialisation. Nos admirables dirigeants ont fait tout ça et leur prévision s'est ensuite avérée exacte. Notre industrie n'est désormais que l'ombre d'elle-même. Un dernier exemple, notre éducation nationale. Nos merveilleux dirigeants, il y a plus d'un demi-siècle, avaient prévu l'écroulement de notre éducation nationale. Pour la détruire de fond en comble, il suffisait d'appliquer les réformes envisagées par les déconstructeurs de l'époque. Ce qui a été fait illico presto. Eh bien, reconnaissons-le, nos dirigeants de génie ont parfaitement prévu le futur de l'éducation nationale. Celle-ci est actuellement dans un coma profond. Conclusion.
Nos très chers gouvernants ont un sens aigu de la prévision. Ils prévoient la déconstruction de pans entiers de notre chère France. Ils mettent en œuvre cette déconstruction et cette déconstruction arrive un peu plus tard. Moi, à ce niveau d'intelligence, je dis chapeau les mecs, vous êtes des mectons de génie. Je vous souhaite une très bonne soirée. Depuis son élection à la tête de l'Église catholique, le pape François nous a fait la grande totale sur un nombre incalculable de sujets. L'accueil de l'immigrant doit être inconditionnel. Le souverainisme doit être férocement combattu. Le vaccin anti-Covid est une chance pour le monde. L'exclusion de l'Église des catholiques traditionnalistes est un impératif absolu. La Russie de Poutine est une horreur. Donald Trump est l'incarnation du diable. Joe Biden est la 8e merveille du monde et j'en passe sanitaire. Et j'en trépasse de colère. Car sur tous ces sujets, François est à la pointe de la déconstruction du monde par les mondialistes, les écolobobos, les francs-maçons de tout poil et autres déconstructeurs. Cela dit, François vient de faire un virage à 180 degrés sur un sujet important, celui du souverainisme. Au cours d'un voyage qu'il a effectué au Canada à la fin du mois de juillet, il a tout d'abord déglingué à la Kalachnikov de banlieue le travail de conversion entrepris par l'Église catholique auprès des tribus indiennes de ce pays. Ça, c'est normal. Convertir des tribus canadiennes, mais quelle idée! Que des missionnaires aient entrepris un formidable travail de conversion et d'éducation de ces tribus est évidemment pour le pape un pur scandale. Un tel travail était par définition discriminatoire, raciste, idéologique, je le cite, et donc honteux. Que des missionnaires d'exception aient consacré leur vie à cette mission et se soient fait souvent découper en petits morceaux à la machette par les Iroquois ne pose évidemment au pape aucun problème. Ces missionnaires n'avaient qu'à rester chez eux, point Akbar. Cela dit, François, dans un élan de souverainisme pour le moins inattendu, a fait la déclaration suivante. Écoutez bien, vous allez tomber de votre fauteuil, vous blesser et filer aux urgences où vous attendrez 43 heures avant de vous faire soigner. Écoutez bien ce qu'a dit le pape. Ouvrez les guillemets. Aujourd'hui encore, des colonisations idéologiques s'opposent à la réalité de l'existence et étouffent l'attachement naturel aux valeurs des peuples en essayant d'en déraciner les traditions, l'histoire et les liens religieux. Fermez les guillemets. Bigre de bougre, mais c'est exactement ce que disent des Donald Trump ou des Éric Zemmour. Et nous savons aujourd'hui que cette colonisation est évidemment produite par l'immigration qui submerge les identités nationales. Ainsi donc, le pape François semble être désormais en plein accord avec les souverainistes les plus intransigeants et donc avec Lochner. Comme disent les ados, j'y crois pas. Il faudrait que le pape franchisse un pas supplémentaire en proclamant haut et fort que les pays submergés par une immigration dramatique ont le devoir de se protéger de ce fléau qui les menace. Il faudrait donc qu'ils disent clairement que toute protection est respectable, même s'il s'agit de murs qu'ils critiquent tant. Pour parler simplement, il faudrait donc qu'il inverse complètement le discours délétère qui est le sien depuis bientôt 10 ans. L'on peut toujours rêver, ça n'est toujours pas interdit, et donc rêvons, rêvons, rêvons. Je vous souhaite une très bonne soirée. Giorgia Meloni, Giorgia Meloni, Giorgia Meloni, Giorgia Meloni. Autour de l'Italie de basculer dans le conservatisme le plus rétrograde, le plus fasciste, le plus franchouillard dégénéré à la mode italienne, le plus dramatiquement dangereux pour les valeurs de la République italienne.
Voilà voilu ce que le système médiatico-politique nous serine depuis quelques jours. Halte au fascisme, halte au populisme, halte aux reconstructeurs de la déconstruction. Giorgia Meloni vient de triompher en Italie, va installer un gouvernement conservateur et souverainiste dans son pays. C'est juste horrible quelque part, je veux dire, comme disent les bobos du Marais en fumant les poils de couverture de leur hamac. Et là, je le proclame haut et fort, en tremblotant de joie, en souriant béatement de mon sourire le plus niais possible. Je suis ce soir le plus heureux des hommes. Désolé, Marlène Schiappa-d'Amour, je ne suis pas encore atteint par le gender et je revendique ma qualité de vrai mec, donc je suis ce soir le plus heureux des hommes. Car j'ai fait le décompte des pays de l'Union européenne, dirigés par la présidente de la Commission européenne, Madame Leyen, et je constate avec gourmandise que les souverainistes conservateurs commencent à faire du tintamarre. La Hongrie, la Pologne, récemment la Suède, maintenant l'Italie, sans oublier quelques autres nations. Le vent sympathique, plein d'espérance, que l'on aime respirer à plein poumon du conservatisme souverainiste, ce vent-là commence à souffler fortement sur l'Union européenne, va peut-être se transformer en tempête et en ouragan et balayer d'un seul coup cette Union européenne dictatoriale qui nous mène à la ruine générale de nos belles nations ou de ce qu'il en reste. Et n'oublions pas les récentes élections françaises qui viennent de bousculer le jeu français. Qui aurait osé parier 1 euro il y a un an que les législatives de juin 2022 feraient rentrer au Palais Bourbon 89 députés du Rassemblement national? J'aurais fait une chronique de ce style il y a un an que vous m'auriez assassiné par des commentaires vengeurs en me disant que j'étais fou allié. Et si je n'ai pas fait à l'époque une telle chronique, c'est que je pensais que si quelqu'un avait pronostiqué un tel résultat du Rassemblement national aux législatives, cette personne était tout simplement folle alliée. Soyons donc tous ce soir convaincus que Napoléon, qui a bien mal fini, a eu tout de même de bien belles formules. Première formule, impossible n'est pas français. Seconde formule, pas de si, pas de mais, pas de peut-être, il faut réussir. Je vous souhaite une très bonne soirée.